Bonjour à tous. Pour commencer, je remercie le jury et le Collège Firando d'avoir sélectionné notre projet de recherche dans le cadre de la bourse de master que j'ai l'opportunité de vous présenter aujourd'hui et qui s'intitule « Caractérisation des anomalies de la stéroïdogenèse dans les tumeurs de la cortico-surrénale, confrontation des profils stéroïdiens sériques, urinaires et tissulaires déterminés en spectrométrie de masse aux données du transcriptome tumoral ». Pour commencer, le cortex surrénalien est le lieu de la synthèse des hormones corticostéroïdes dans les différentes couches qui la composent. La zone glomérulée sécrétant les minéralocorticoïdes, la zone fasciculée synthétisant les glucocorticoïdes et la zone réticulée fabriquant les androgènes surrénaliens. De façon schématique, ces sécrétions s'effectuent sous la stimulation de l'ACTH par le complexe hypothalamo-hypophysaire, en plus de celle de la rénine sur la zone glomérulée. La stéroïdogenèse cortico-surrénalienne est classiquement représentée par une cascade linéaire de réactions enzymatiques à partir du cholestérol le long des 3 voies précédemment décrites, avec souvent une analyse du bilan hormonal des patients en routine qui repose sur les produits finaux des voies de synthèse, aldostérone, cortisol, androsténione, SDHEA. C'est un modèle plutôt simple initialement. Dans les tumeurs de la cortico-surrénale, c'est un groupe de lésions très diverses avec même une hétérogénéité à l'intérieur de ces catégories qu'on va développer juste après. Ces tumeurs de la cortico-surrénale peuvent déjà être unilatérales ou bilatérales et parmi les unilatérales, être bénignes ou malignes. Donc, unilatéral, il s'agit plus souvent d'adénomes bénins, majoritairement non sécrétants et découverts tels en tant qu'incidentalomes, donc fortuitement à l'imagerie. Ils peuvent aussi sécréter du cortisol et plus rarement de l'aldostérone. En ce qui concerne les corticosurrénalomes, donc c'est les tumeurs malignes de la corticosurrénale avec un pronostic souvent sombre, il existe une hypersécrétion hormonale plus fréquemment dans 60 à 70% des cas qui peut intéresser tous les axes de la stéroïdogenèse, y compris les androgènes et les œstrogènes, ce qui n'est pas le cas pour les tumeurs bénignes, et même les précurseurs par l'existence de déficits enzymatiques à l'intérieur des tumeurs par la perte d'expression des enzymes de la stéroïdogenèse dans les cellules qui sont dédifférenciées. Dans les tumeurs bilatérales de la surrénale, on a 2 entités, l'hyperplasie macronodulaire bilatérale des surrénales, qui se manifeste par des surrénales volumineuses avec des macronodules de plus d'1 centimètre de chaque côté, et la dysplasie micronodulaire pigmentée des surrénales, ou PPNAD, qui, elle, se caractérise par des micronodules de moins d'1 centimètre et avec une pigmentation visible à l'œil nu. Ces lésions bilatérales sont responsables d'une hypersécrétion de cortisol variable, mais souvent avec un profil d'évolution de la sévérité de sécrétion dans le temps. La variabilité et l'hétérogénéité de la sécrétion hormonale de ça va découler la variabilité des tableaux cliniques. Donc, avec une hypersécrétion d'androgènes, les patients de sexe féminin vont avoir un tableau d'hyperandrogénie. Les excès de sécrétion de l'aldostérone vont être responsables classiquement de tableaux d'hyperaldostéronisme primaire associant une hypertension artérielle et une hypokaliémie, alors que dans le cas des lésions cortisoliques, cela favorise en plus un état hypercatabolique et un surrisque métabolique par induction d'anomalies glucidiques, lipidiques, prothrombogènes. Et en fait, la relation entre caractère sécrétant, non sécrétant et le retentissement clinique, ce n'est pas quelque chose de simple ni de binaire. Et il s'est longtemps posé la question de savoir à partir de quel niveau d'autonomie de sécrétion de cortisol dans les syndromes de Cushing, on avait une réelle augmentation de la morbidité cardiovasculaire. Et ce qui existe en réalité, c'est déjà un continuum dans le degré de sévérité de la sécrétion, depuis les formes non sécrétantes des tumeurs jusqu'aux adénomes cortisoliques responsables d'un authentique syndrome de Cushing franc. Et on a une augmentation linéaire de la mortalité qu'on voit ici,
relation linéaire de la mortalité qui est corrélée au résultat de la cortisolémie après freinage minute par la dexaméthasone dès les valeurs de 500 nanomoles par litre jusqu'à 200 nanomoles par litre, ensuite une pente un peu moins raide. Donc ça a été fait sur une cohorte de 1000 patients. L'hétérogénéité des tumeurs de la surrénale se voit aussi dans les mécanismes moléculaires que l'on peut identifier. Et dans le cas ici des tumeurs malignes cortico-surrénalomes, on a les progrès en génomique et transcriptomique ont permis de classer ces tumeurs dans des groupes de pronostic et de survie globale différents, avec un groupe C1b qui est d'un peu meilleur pronostic que le groupe C1a, donc classé selon le type et le nombre d'anomalies moléculaires identifiées donc, dans cette approche multi-omique. Au sein des hyperplasies macronodulaires des surrénales dont on a parlé tout à l'heure, des travaux, surtout sur les 10 dernières années, ont permis d'identifier plusieurs groupes. Celui déjà médié par la mutation hétérozygote germinale de ARMC5, qui est responsable d'un phénotype sécrétoire plus sévère et des surrénales morphologiquement plus volumineuses. Et deuxième groupe, avec la mutation, l'inactivation de KDMA que l'on retrouve plutôt dans les cas de syndrome de Cushing dépendant de l'alimentation, donc avec une tendance du cortisol à répondre de façon aberrante et à s'élever après les repas. Et l'identification de ces groupes moléculaires, suite à cela, du coup, il y a d'autres travaux en cours comme ceux de Florian Voliolon qui en a parlé tout à l'heure, et on voit déjà qu'on retrouve aussi des différences histologiques, atomopathologiques entre ces différents groupes, donc encore un niveau supplémentaire d'hétérogénéité. Et en fait, la stéroïdogenèse de la corticosurrénale, c'est une réalité bien plus complexe parce qu'il existe de nombreux précurseurs, des composés intermédiaires et des métabolites urinaires qui ont pour la plupart une activité biologique mal connue, négligeable en faible concentration en situation physiologique et qui peut être amenée à s'élever de façon majeure en contexte pathologique. Et toutes ces molécules ont des structures chimiques proches, ça a été dit tout à l'heure, hein, et les techniques d'immunodosage de routine ne permettent pas de les différencier, de les discriminer par manque de spécificité. Et c'est le développement des dosages des stéroïdes en spectrométrie de masse sur les dernières années qui a permis de nombreux progrès dans ce domaine. Et pour les patients en routine, de pouvoir avoir accès à une quantification simultanée de tous ces stéroïdes à partir d'un seul échantillon. Ainsi, récemment, ont été identifiés le groupe la famille des oxoandrogènes. Donc, c'est une famille de stéroïdes issus de l'action du 6-PONS-BT1 sur l'androstendione et de la testostérone. Donc, 6-PONS-B1 qui est exclusivement surrénalienne et qui, par ailleurs, catalyse la dernière étape de synthèse du cortisol dans la couche fasciculée. Et ces oxoandrogènes auraient une abondance et une activité biologique importante, hein, puisqu'on les retrouve de façon majeure dans différents contextes pathologiques, le déficit en 21-hydroxylase et même la maladie de Cushing. Donc, au-delà de l'hétérogénéité du profil de sécrétion hormonale des tumeurs surrénaliennes, du caractère bénin ou malin, la richesse du type d'anomalie moléculaire qu'on peut retrouver. Ici, on se pose la question d'un degré supplémentaire qui est aussi une variabilité qualitative du type de stéroïdes sécrétés. Une autre application de la spectrométrie de masse dans les tumeurs de la surrénale a permis déjà d'établir des premiers marqueurs diagnostiques, comme dans cette étude qui a permis d'identifier un panel de seulement 9 stéroïdes sériques pour discriminer différents types de syndrome de Cushing surrénalien bénin, avec même des différences significatives entre les groupes, dans les groupes d'hyperplasie macro mutés ou non ARMC5, donc une corrélation intéressante stéroïdomique et génomique. Donc pour notre travail, l'approche combinée du profil stéroïdien sérique et du métabolome stéroïdien urinaire paraît intéressant pour étudier les tumeurs de la cortico-surrénale, mais ces matrices ne permettent
que d'avoir des évaluations indirectes de la stéroïdogenèse intratumorale. Et c'est réellement la mesure directe des concentrations de stéroïdes et de leurs précurseurs intratissulaires qui serait quelque chose de très intéressant pour essayer de mieux comprendre les mécanismes de cette synthèse pathologique. D'autant plus que c'est quelque chose qui n'est pas décrit à ce jour dans la littérature. Donc, l'objectif de notre travail va être de caractériser la stéroïdogenèse tumorale surrénalienne à partir de la spectrométrie de masse, par obtention des profils stéroïdiens sériques, urinaires et tissulaires. Ce sera intéressant de voir comment les profils se corrèlent entre eux dans les différentes matrices et de voir s'il existe une abondance relative différente des stéroïdes mesurés en intratissulaire, ce qui ouvrirait l'hypothèse de mécanismes hormonaux locaux et méconnus à ce jour. Dans un second temps, ces profils seront confrontés aux données d'expression du transcriptome tumoral, en particulier concernant les enzymes, la stéroïdogenèse, et ce profil d'expression génique pourrait permettre de mieux rendre compte des mécanismes à l'origine des altérations de la stéroïdogenèse dans les tumeurs. Donc, les méthodes de dosage et d'extraction des stéroïdes sont maintenant bien validées et maîtrisées pour le sérum et les urines. Et le docteur Fidéline Bonnet de l'équipe de recherche a réussi à mettre au point une technique valide pour les tissus, reposant sur une extraction dans le méthanol puis sur colonne SPE avec des résultats prometteurs. Enfin, les données du transcriptome, on a déjà une bonne partie d'entre elles dans le laboratoire de recherche. Les stéroïdes que nous avons choisi d'analyser dans notre panel en spectrométrie de masse en analyse ciblée sont répartis équitablement entre les différentes voies de la stéroïdogenèse et incluent même des précurseurs et les 11 oxoandrogènes. Nous avons réalisé les premières mesures intratissulaires de stéroïdes dans 4 tumeurs sécrétant du cortisol. Vous pouvez voir ici un chromatogramme correspondant aux différents niveaux de stéroïdes mesurés dans l'une d'entre elles, dans un échantillon. Concernant les résultats, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'on a constaté que les taux de cortisol mesurés dans les tissus étaient très abondants, de l'ordre de 100 000 à 700 000 nanomoles par gramme de tissu, alors que les autres précurseurs de la voie de synthèse des glucocorticoïdes sont aussi présents en abondance et bien plus que dans des mesures sériques. Et dans les 2 tumeurs cortisoliques responsables d'un syndrome de Cushing-Franz, donc ici en bleu et en gris, il est intéressant de noter que ça a l'air d'être plutôt le 11-déoxycortisol, donc juste le stéroïde juste en amont du cortisol, qui a l'air d'être le plus discriminant pour mieux refléter l'intensité de l'hypercortisolisme. Contrairement aux tumeurs qui sont moins sécrétantes, orange et jaune. Donc, c'est à voir ce qui se passe sur des effectifs bien plus gros. Ça va être fait dans les prochaines semaines. Donc, l'objectif de ce travail, ça va être de mieux comprendre le mécanisme à l'origine des anomalies de la stéroïdogenèse dans les différentes tumeurs de la surrénale, avec cette approche originale de mesure des stéroïdes intratissulaires et inclure les oxoandrogènes dans le panel. Et une perspective au-delà de ça qu'on pourrait avoir, c'est d'essayer de voir si on peut identifier des nouveaux biomarqueurs diagnostiques ou pronostiques dans les différents types de tumeurs de la surrénale. Par exemple, entre les différents types de tumeurs bénignes ou même au sein des différentes classifications, enfin, au sein des différents groupes définis par la biologie moléculaire actuellement. Et si on arrive à en trouver dans la matrice de sérum, par exemple, ce serait intéressant parce que relativement accessible. Les outils mis à disposition pour mener à bien ce travail au sein de l'équipe génomique simulation des tumeurs endocrines à l'Institut Cochin sont multiples. Tout d'abord, on va s'appuyer sur les collections d'échantillons de tissu tumoral surrénalien disponibles grâce à la collaboration étroite avec le service d'endocrinologie de l'hôpital Cochin, centre de référence national des maladies rares de la surrénale, ces réseaux français et européens.
Les stéroïdes, les profils stéroïdiens seront obtenus en spectrométrie de masse en tandem couplé à la chromatographie en phase liquide à ultra haute performance avec l'appareil disponible dans le service d'hormonologie de l'hôpital Cochin. Enfin, les données de transcriptome tumoral sont obtenues grâce aux différents outils de la plateforme de séquençage haut débit de l'Institut Cochin. Le planning du programme de recherche a été établi en amont avec actuellement l'étape de classification des différents échantillons et la formation, ce qui me concerne, aux différentes techniques d'extraction des stéroïdes sur les différentes matrices. Et on a programmé tout ça jusqu'à le milieu de l'année prochaine avec les dernières étapes, qui sont l'analyse des données de transcriptome et des données complètes. Je vous remercie pour votre attention.